Alors, pour parler de tout ça, je reçois un panel de journalistes. Joël Denis-Bellavance, chef du bureau parlementaire de la presse, Boris Proulx, courriériste parlementaire au Devoir, et Althia Raj, chroniqueuse nationale, politique nationale au Toronto Star. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Alors, si vous voulez bien, avant qu'on commence à débattre de tout ça et parler de tous les sujets dont on veut parler, parce qu'il y en a plusieurs, on va écouter un extrait de la première, de la seule mêlée de presse après le premier débat en français et la réaction du chef du NPD. Pourquoi estimez-vous qu'il est éthiquement acceptable de marginaliser les conservateurs et de refuser de les traiter avec respect? Je ne réponds pas aux questions de Rebel News parce que c'est un organisme qui fait la promotion de la désinformation et donc je ne vais pas répondre à votre question. Alors, ça a été tout un cafouillage, ce qui s'est passé en mêlée de presse après le premier débat. La commission qui est chargée de l'organisation des débats a été blâmée et aujourd'hui, ce que bien des gens disent, c'est qu'il faut mettre la clé dans la porte. Alors, quel est votre avis là-dessus? Commençons par vous, tiens. Est-ce qu'on doit mettre la clé dans la porte de la commission des débats? Non. La raison qu'on a cette commission-là, c'est à cause que Stephen Harper, quand il était encore premier ministre, qui était durant la campagne de 2015, a décidé qu'il ne voulait pas se présenter au débat du consortium. Ça, c'était les débats organisés par CBC, Radio-Canada, CPAC, Global, CTV, pas TVA, mais quasiment tout le monde, sauf TVA. Puis, il ne voulait pas se présenter au débat. Il y a quand même eu des débats, mais c'était des débats organisés par le Globe and Mail, organisés par Maclean's. Puis, les libéraux ont décidé qu'on a besoin d'une commission pour s'assurer que les chefs se présentent au moins à un débat dans les deux langues officielles qui est accessible à tous les Canadiens à travers le pays. Alors, c'est encore une bonne idée. Il y a eu trop d'erreurs. Oui, là, la réputation de la commission est un peu ternie quand même. Oui, mais je pense qu'il faut faire une différence entre les décisions que les gens qui travaillent à la commission ont prises, qui ne sont pas des bonnes décisions, puis qui, franchement, devraient être congédiées pour avoir pris ces décisions-là, puis l'idée comme telle. Des fois, ça ne fonctionne pas au gouvernement, mais on ne dit pas, on ne veut pas de gouvernement complet du tout. Je vois ça un peu comme ça, ou, il y a des trous dans les rues, on ne veut pas de rue du tout. Non, on va réparer le problème. Oui. Alors, est-ce qu'il faut éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain, Joël Denis? Moi, je pense que les heures de cette commission sont quand même comptées parce qu'il y a une contestation même des chefs politiques de cette commission-là. Et quand les chefs politiques décident que c'est une chose qui doit être abordée, normalement, ça risque d'être le cas. Sauf que ça va dépendre qui va prendre le pouvoir. Si ce sont les libéraux, M. Carney a dit qu'il voulait la garder, instituer des réformes. On verra si ça va plaire à tous. Mais il y a une formule quand même qui peut fonctionner à nouveau. C'est le consortium des médias. Oui, M. Harper n'avait pas participé au débat en 2015, mais ça ne veut pas dire que ça va être toujours le cas si jamais le consortium reprend cette formule de débat. Ceci dit, je tiens quand même à souligner que le contenu des débats était extraordinaire. C'était solide, bien géré par Patrice Roy en français, très bien géré aussi en anglais par Steve Paikin. Et pour la première fois en 10 ans, je pense que les anglophones du pays ont eu droit à un vrai débat avec du vrai contenu, contrairement aux années passées. Ils n'ont pas été gâtés. Désolé de le dire, Althia. Mais côté francophone, on a été gâtés parce qu'on avait des bons animateurs. Cette fois-ci, je pense que les anglophones ont trouvé la perle rare en Steve Paikin. Sur la question de la commission, Boris. Oui, j'ai cru comprendre que le contenu, en fait, c'était plus dû au format de CBC, de Radio-Canada, qui ont dû faire un pitch à la commission. Ils ont été sous-contractés essentiellement par la commission pour produire les débats. Exactement. C'est pas grâce à la commission si le contenu était bon. Qui a levé le débat, mais faire une commission comme ça, qui est un organisme fédéral essentiellement indépendant, ça vient aussi avec tous les travers, on peut dire, d'une administration fédérale. Moi, je pense que ça a été illustré d'une manière absolument magistrale avec ce désastreux point de presse où les employés de Rebel Media, les représentants, disons. Oui, bien, c'est des influenceurs, c'est des influenceurs conservateurs qui ne sont pas des journalistes, ont pu s'insérer là-dedans à cause que leur employeur menaçait de poursuite la commission. Donc, cet organisme-là, qui est un organisme fédéral, n'avait pas visiblement les avocats, les dents pour se défendre devant les tribunaux pour maintenir l'indépendance de la presse. Donc, moi, c'est ce qui me choque le plus. C'est étonnant quand même. Hein? Exactement. Donc, nous tous, on travaille pour des médias qui, je pense, ont pas peur de personne, savent se défendre devant les tribunaux s'il le faut. Donc, moi, je me serais attendu à ce que la commission le fasse, monte un cas solide. En 2021, ils avaient eu une injonction, le Rebel Media, pour être présent. Donc, bon, c'est vrai, on ne pouvait pas aller on ne pouvait pas aller contre la volonté des tribunaux à ce moment-là. Mais là, on avait 4 ans pour se préparer, monter un cas, démontrer que
News, c'est un tiers enregistré que lui-même fournit des conseils à For Canada, qui est un autre tiers enregistré. Donc, des tiers enregistrés, c'est des groupes qui agissent pour influencer le vote. Donc, ils sont en quelque sorte des militants pour leur cause. Ça n'a pas d'affaire, ça, parmi les médias. Si on veut décrire Rebel News comme il se doit, c'est un organe de propagande du Parti conservateur, essentiellement. Et le Parti conservateur ne va pas tendre le contraire, mais regardez, comme Boris l'a mentionné, ils se sont inscrits comme un tiers parti à Élections Canada. Pourquoi? Pour influencer le cours des choses et appuyer le Parti conservateur. C'est odieux de prétendre qu'on est des journalistes quand on agit comme ça. Et le résultat, c'est que ça a pris toute la place dans les mails et presse en français, privant les francophones d'une partie des réponses aux questions qui auraient pu être posées. Et les mails et presse ont été annulés en anglais, privant les anglophones de cet exercice démocratique au cours duquel les journalistes posent des questions. Fait, ça a été ça le résultat. Mais il faut préciser aussi que c'était un peu ce qui a fait déborder le vase, parce qu'avant, il y avait eu toute l'histoire avec les Verts qui ont été écartés du débat à la dernière minute. Et ça, c'est assez difficile à comprendre quand on y pense. Moi, je comprends pas. Je pense que ça vient au fait que la commission, on doit le dire, il n'y a personne qui est en charge de la commission à ce moment-ci. Depuis que David Johnston a démissionné, il y a maintenant au moins 2 ans, il n'a pas été remplacé par quiconque. Puis on dirait que les gens qui sont là n'ont pas assez de connaissances pour se débrouiller puis sortir un peu de leur bureau pour s'informer puis se préparer à produire un exercice démocratique qui est si important. Il y a un problème, à mon avis, avec la manière que les règlements ont été déterminés par la Commission. Mais les Verts ont suivi les règles qui avaient été établies par la Commission. C'était, est-ce que vous avez un certain nombre de candidats avant une date? Je me souviens plus, j'essaie de regarder, là, je pense que c'était 28 jours avant le jour du scrutin. Mais ça ne dit pas, vous devez les avoir en place durant cette période-là aussi. Alors, c'est peut-être un petit peu trop cute qu'est-ce que le Parti vert a fait, mais ils n'ont pas abrogué le règlement. Ils ont suivi les règlements qui étaient là. Puis leur annoncer ça le jour du débat, quand les journalistes ont su que ça se passait le jour avant, mais c'est tellement pas correct. Je pense que c'est aussi comme pas correct de laisser les Verts rentrer puis pas laisser le Parti populaire du Canada rentrer, parce qu'ils étaient quasiment à peu près au même pourcentage de support. Il y a tellement de questions, là. Si tu es un membre du Parti vert ou tu es un militant du Parti vert, puis tu vois que Yves-François Blanchet est dans les débats en anglais, c'est quasiment personne qui peut voter pour lui ou qui va voter pour lui qui écoute ce débat-là, puis que les millions et quelques de Canadiens qui ont voté pour le Parti vert la dernière fois ne voient pas leur leader, leur chef sur le plateau, c'est pas correct. C'est ça, on pourra en discuter longtemps, effectivement, de tout ça. Je trouve ça triste parce qu'on parle des travers de la commission, mais ça occulte, moi je pense encore une fois, je veux le réitérer, la qualité des débats qu'on a eus en anglais et en français. Il y a quand même beaucoup de contenu. Ceux qui l'ont écouté ont pu être informés, vont pouvoir prendre un meilleur choix éclairé en prévision du 28 avril. Mais malheureusement, tout ça est occulté à cause des dérapages de la commission. Ouais. Mais on va décortiquer tout ça, évidemment. Mais l'autre éléphant dans la pièce, j'aimerais ça qu'on en parle aussi, c'est que les chefs se sont présentés. Et Patrice Roy, le modérateur en français, l'a très bien soulevé, sans aucun cadre financier. Est-ce que c'est quelque chose qui est étonnant, ça, Boris? Non, on est vraiment dans un cycle électoral hors norme. Ça, c'en est une nouvelle preuve. Le Bloc québécois a publié sa plateforme chiffrée tout à l'heure, donc cet après-midi. Parti souverainiste. Oui, exactement. Qui ne peut pas prendre le pouvoir. Qui ne peut pas prendre le pouvoir, donc une plateforme chiffrée théorique dans leur cas. La plateforme du Parti libéral sera publiée demain, samedi, on le comprend. Les autres devraient suivre, on nous les promet dans les prochains jours. Mais on est en fin de campagne. Le vote par anticipation a déjà commencé. Il y a des gens, j'ai des amis électeurs qui se rendaient au bureau de vote tantôt qui me disaient qu'il y avait des très longues files, donc apparemment ça va bien. Les gens votent sur des promesses de milliards qu'ils n'ont pas vues dans un tableau, dans un bilan. On ne sait pas comment ça va s'additionner ensemble. Ça signifie quoi pour nos finances publiques? Est-ce qu'on est même capable d'avoir une rationalité
avec tout ça. Souvent, le diable est dans le détail. On le sait, en particulier en politique. Si on n'a pas de plateforme chiffrée, qu'est-ce qui nous empêche de faire des plateformes complètement irréalistes, aussi bien promettre tout à tout le monde? On a besoin d'avoir une plateforme chiffrée pour faire un choix. C'est essentiel. Je pense qu'il va falloir... ça s'explique? Oui, je pense que c'est inexplicable et inexcusable. C'est irresponsable, mais j'irais même plus loin, c'est scandaleux. Mais je pense qu'il va peut-être falloir revoir les règles de la campagne électorale. Peut-être que l'Élection canadienne devra s'en mêler parce que je pense que ça fait partie de l'exercice démocratique, à savoir les partis politiques qui aspirent à prendre le pouvoir auront l'obligation de présenter une plateforme chiffrée avant les débats. Donc, ça devrait être ça le deadline ou l'échéancier imposé aux partis politiques. Vous présentez vos promesses, l'ensemble de vos promesses avant les débats pour que les Canadiens puissent en prendre connaissance avant que vous participez à un débat. Ça devrait être la condition sine qua non pour participer au débat. Vous présentez votre plateforme chiffrée, sinon vous en êtes exclu. Et pour voir si les promesses sont crédibles aussi. Parce que, comme dit Boris, on peut bien tout promettre si on n'a pas de chiffres. Mais on semble qu'on a tout promis puis on n'a pas de chiffres. On regarde les promesses du Parti conservateur. On parle des dizaines de milliards de dollars. Puis M. Poilievre nous dit qu'il va payer pour ça en coupant l'aide internationale, mais pas toute l'aide internationale, pas le support à l'Ukraine. Il nous dit qu'il va payer pour les milliards de dollars en défense en coupant les consultants à Ottawa. Bien là, il y en a peut-être des centaines de millions max, il n'y a pas des dizaines de milliards là-dedans. On n'a aucune idée comment ils vont payer pour leurs promesses. Il va falloir imprimer de l'argent. Oui. Puis, je me souviens pas d'une élection que j'ai couverte dans mes 20 ans à la Colline où est-ce qu'ils n'ont pas présenté une plateforme chiffrée avant les débats. Je pense que la dernière fois, c'est les conservateurs qui l'ont déposé le matin du débat en français, mais quand même, ça avait été déposé. Alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est comme les normes qu'on essaie de détruire petit à petit. C'est un peu comme la décision de ne pas aller au consortium. Maintenant, on n'a pas besoin de plateforme chiffrée, puis c'est nous autres, on en parle, mais si l'électorat n'en parle pas, puis l'électorat ne demande pas, puis ils se disent pas que c'est un problème, bien, on ne va pas les avoir, ces plateformes chiffrées-là. Puis là, on va se retrouver avec un gouvernement qui nous annonce « en fin de compte, on avait promis 150 milliards de dollars, puis on va monter vos taxes, ou on va aller plus en dette, puis vos enfants vont avoir un plus gros problème. » C'est dangereux, je trouve. On devrait contraindre davantage. Alors là, le temps file, il nous reste peu de temps déjà, mais on a commencé à en parler un petit peu. Quelle était la plus grande différence ou quelles étaient les différences entre le débat en français et le débat en anglais? Bien, on n'a pas parlé d'immigration vraiment en anglais. On n'a pas parlé de laïcité ou d'identité de culture. Mais M. Blanchet a essayé. Je pense qu'il voulait se faire appeler un raciste comme la dernière fois, puis ça n'a pas vraiment fonctionné. Ça lui avait servi quand même. Mais comme sujet, alors les sujets étaient un petit peu différents, mais c'était surtout que c'était beaucoup plus pointu en anglais qu'en français. Plus agressif aussi. Là, oui, M. Poilievre était plus agressif envers M. Carney. M. Carney, je pense, en fait, qu'il a moins bien fait en anglais qu'il a fait en français. Je pensais que tu parlais de M. Blanchet. Moi, il y a un élément que je veux soulever qui est positif. Sur la question de l'immigration, durant le débat en français, il n'y a pas eu de dérapage. On ne s'est pas fait du capital politique sur le dos de l'immigration. Et je pense que ça démontre une maturité de nos chefs politiques et de nos leaders politiques parce que c'est tellement facile de prendre ce sujet-là pour se faire du capital politique de façon éhontée. Et ça devient du populisme. Oui, exactement. Donc, on n'a pas sombré là-dedans. Ça, c'est mon constat. Je pense qu'il faut s'en réjouir parce que nos leaders ont fait preuve de maturité. Les plus grandes différences, Boris? Bien, moi, j'ai trouvé que M. Poilievre était beaucoup plus souriant en français ou moins souriant ou plus pitbull en anglais, un peu comme le naturel qui revient au galop. M. Singh aussi était un peu plus, disons, agressif ou, peut-être pas agressif, disons, il talonnait davantage ses adversaires et il s'attaquait davantage à M. Poilievre en anglais. Ça, j'ai remarqué que donc, dans le ton, il y avait une petite différence. En français, c'était peut-être un peu trop poli. Certains diront peut-être plate. On restait un petit peu trop, disons, dans la politesse et tout ça. Mais on dit souvent que le débat, ça sert à confirmer auprès de nos électeurs si son choix est bon. Donc, moi, je pense que chaque chef, dans son groupe linguistique, a plutôt réussi ça, que ce soit M. Blanchet, M. Singh, M. Poilievre ou M. Carney. Ces électeurs, je pense, vont être convaincus, vont trouver qu'ils ont fait un bon débat. Il doit y avoir des sondages dès lundi matin. En principe, là, on devrait peut-être tout de suite voir s'il y a un impact, mais en principe, ça ne devrait pas changer.
en 10 secondes chacun. Est-ce que ça va changer les intentions de vote des gens? Je pense que ça va juste solidifier le vote de chacun parce que, comme Boris l'a dit, chacun est bien performé. Est-ce que ça va changer l'allure ou le résultat? Moi, je pense que ça peut aider M. Poilievre parce qu'on a parlé moins de Donald Trump et plus de d'autres enjeux. Puis ça l'aide M. Poilievre. Moi, je pense que ça peut aider M. Carney à éviter les pièges. Aussi. Ça dépend comment on le voit. Tout est là-dedans. Merci beaucoup à vous trois. Merci, Catherine. Merci.